Histoire ancienne de l'Afrique du Nord de Stéphane Gsell, tome 1, livre 1, chapitre 2, l'Afrique du Nord dans le monde méditerranéen. L'Afrique du Nord est à peine une terre africaine. Au sud, elle est isolée du centre du continent par un immense désert qui existe depuis de longs siècles. Des textes grecs et latins nous apprennent que des populations noires occupaient dans l'Antiquité la plupart des oasis du nord du Sahara. Mais nous ne savons pas si ces, entre guillemets, Éthiopiens étaient étroitement apparentés aux Soudanais. En tout cas, ils n'empiétaient pas, du moins au temps historique, sur la Berbérie proprement dite. Le transit entre l'Afrique du Nord et le Soudan dut se développer avec l'emploi général du dromadaire vers les 3e et 4e siècles de notre ère. Mais il ne créa pas à notre connaissance de liens politiques, il n'influa pas sur la civilisation des deux contrées. On lit en note. Il n'en fut pas de même, il est vrai, à quelques époques plus récentes. Les Almoravides au XIe siècle, le sultan marocain El-Mansour, à la fin du XVIe, étendirent leur domination jusqu'au Soudan. La propagation de la religion chrétienne au Soudan se fit par l'Afrique du Nord. Fin de note. Du côté de l'Orient, on devine des rapports très anciens entre la Berbérie et le nord-est de l'Afrique. Les langues ont la même origine lointaine. Les ressemblances physiques d'une partie des habitants permettent de croire à des parentés plus ou moins étroites. Vers le second millénaire, une divinité égyptienne était adorée dans le sud-ouest de l'Algérie. Mais à l'époque historique, les relations par terre entre le nord-ouest et le nord-est du continent n'eurent aucune importance. Les déserts qui bordent la Grande Syrte séparaient la Cyrénaïque grecque de l'Afrique carthaginoise puis latine. Ce fut seulement à la fin des temps antiques que la voie de terre fut suivie par les conquérants arabes. 3 siècles après, les conquérants fatimides prirent la même route en sens inverse pour gagner l'Égypte. La Berbérie appartient à la Méditerranée occidentale bien plus qu'à l'Afrique. C'est avec les deux péninsules européennes qui s'avancent vers elle, l'Italie et l'Espagne, qu'elle a eu les relations les plus nombreuses et les plus fécondes. Des anciens la plaçaient en Europe. On lit en note Salluste, Jugurtha, livre 17, chapitre 3. In divisione orbis terrae plerique in parte tertim Africam possuere, pauci tantum mando isiam et Europeam esse, sed Africam in Europa. Voir aussi Saint Augustin et Orose, fin de note. Citation. Si vous voulez en croire la renommée, dit Lucain, la 3e partie du monde est la Libye. Mais si vous tenez compte des vents et du ciel, vous la regardez comme une partie de l'Europe. Fin de citation. Autant que son climat, sa structure, sa flore et dans une certaine mesure sa faune la rattachent au sud de notre continent européen, elle ressemble surtout à l'Espagne par les hautes terres qui occupent la majeure partie des deux contrées, par les plaines basses qui çà et là s'étendent dans le voisinage du littoral, au pied de montagnes escarpées, par le régime et la disposition des rivières, torrents en hiver, fossés pour la plupart desséchés en été, qui se feraient difficilement un passage vers la mer et sont des sillons plutôt que des voies. L'Afrique du Nord fut soudée jadis à l'Europe. Le détroit de Gibraltar ne date que du début de l'ère Pliocène. On lit en note, il est vrai qu'auparavant la Méditerranée et l'océan communiquaient peut-être par des détroits, s'ouvrant l'un au nord de la cordillère Bétique, l'autre au sud du Rif. On se demande si à l'époque Pliocène, une communication terrestre n'a pas existé à l'ouest du détroit entre le Maroc et la péninsule ibérique. Fin de note.
Du reste, dans sa forme actuelle, la Méditerranée occidentale n'est pas un obstacle infranchissable, même pour des primitifs ne disposant que de moyens de navigation très rudimentaires. Le détroit de Gibraltar a seulement 14 km de largeur. Il convient d'ajouter que les courants et les vents rendent le passage difficile. Ailleurs, les lignes grises des îles se profilant dans les clairs horizons pouvaient guider les traversées et promettaient des abris. La mer intérieure n'est que très rarement voilée par des brouillards, et pendant des périodes plus ou moins prolongées, on peut se fier au calme de ces flots. En général, les côtes d'Afrique entre le détroit et le nord-est de la Tunisie sont bordées par de grandes profondeurs. Avant de les atteindre, on ne risque guère de s'abîmer sur des récifs. Il est vrai que fréquemment des vents violents déchaînent de subites tempêtes. Vent qui souffle de l'ouest et du nord-ouest en hiver, vent du nord-est et de l'est de mai à octobre. Les parages des Syrtes étaient très redoutés des anciens et célèbres par leurs naufrages. Le plus grand de ces golfes est surtout dangereux, soit par les vents du nord qui poussent les navires à la côte, soit par les vents du sud qui, parcourant librement des terres basses, viennent bouleverser les flots. Aux approches des côtes, certains courants peuvent contrarier les marins. Tels sont ceux qui se heurtent autour du cap Bon, tel celui qui, venant de l'océan, longe le littoral du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. S'il favorise les voyages d'ouest en est, il gêne ceux qui s'accomplissent dans le sens opposé. Il faut aussi tenir compte des calmes plats qui règnent parfois sur la Méditerranée pendant plusieurs jours et qui sont un obstacle à la navigation à voile. Mais les relations maritimes de l'Afrique du Nord avec les autres contrées méditerranéennes sont surtout entravées par la nature de ses côtes. Mer sans port, dit Salluste. L'historien exagère. Il est exact cependant que sur ce littoral, les abris sont peu nombreux. Ils n'offrent pas de découpures profondes, formant des havres bien protégés, ce qui s'explique par la plus grande partie de la côte septentrionale par le parallélisme du rivage et des montagnes qui le bordent. Les golfes étendus sont rares. Ceux de l'Algérie s'ouvrent très largement au nord, celui de Tunis au nord-est, côté d'où viennent des vents redoutables. Il n'y a ailleurs que des échancrures creusées par des empiètements de la mer sur des terrains peu résistants. Elles sont plus ou moins exposées au souffle du large. Le littoral septentrional de la Berbérie consiste surtout en des pentes raides ou en des falaises verticales contre lesquelles les navires entraînés par les vents risquent de se briser. Sur quelques points, il s'abaisse, mais il est alors bordé de dunes. À l'ouest, le long de l'océan, des suites de falaises et de dunes formaient un rivage monotone, à peu près dépourvu de fortes saillies et de baies, sans défense contre les vents d'ouest et du nord. On n'y trouve aucun bon abri. Les côtes orientales de la Tunisie, exposées aux vents d'est et de nord-est, et celles de la Tripolitaine sont basses, sablonneuses, souvent bordées de lagunes et précédées de hauts fonds. Mais là aussi, les abris sûrs font défaut. Dans la petite Syrte, où la marée s'élève jusqu'à 3 mètres, le reflux accroît les dangers d'échouement. Pourtant, les marins de l'Antiquité avaient besoin de nombreux ports. Pendant longtemps, ils craignirent de s'éloigner des rivages et évitèrent de voyager la nuit. Le soir, autant que possible, ils s'arrêtaient, ils tiraient leurs bâtiments sur la grève, ils ne rembarquaient au jour après avoir fait leurs provisions d'eau. À ce cabotage primitif, il fallait de nombreuses escales. Plus tard, les vaisseaux s'aventurèrent plus facilement en pleine mer
et dans le port ils demeurèrent au mouillage. Mais la navigation resta assez timorée à la merci des sautes de vent en quête de refuge. Aussi même à l'époque romaine, les ports abondaient-ils sur les côtes africaines, comme le prouvent les indications d'écrits qui datent du second et du troisième siècle de notre ère. Quelques-uns étaient bons, la plupart médiocres ou mauvais. Parfois, ils occupaient des embouchures de rivières. C'était le cas de plusieurs ports du Maroc, de Leptis Magna en Tripolitaine. Mais, sur l'océan, l'accès des fleuves est rendu difficile par l'existence d'une barre. Ailleurs, l'ensablement par les alluvions est un grave obstacle. D'autres ports furent établis en arrière d'une ou de plusieurs îles très rapprochées de la côte. On lit en note Thapsus, Utique, Tabarka, Alger, Tipaza, Cherchel, Rajgoun, Mogador. Voir aussi dans Skylax la mention d'îles situées probablement entre Cherchel et l'île de Rajgoun et qui paraissent avoir disparu. Fin de note. Les Phéniciens recherchaient ces positions avantageuses. L'île formait un écran contre les vents du large. Elle était aussi un emplacement favorable pour des entrepôts défendus contre les convoitises des indigènes. Souvent encore, le port était abrité par un cap, pointe en roche dure, qui avait mieux résisté à l'érosion que les parages voisins. Sur le littoral septentrional, le Havre se trouve en règle à l'est du cap, qui le couvre des vents dangereux d'ouest et de nord-ouest. On lit en note Beaune, Stora, Collo, Bougie, Délice, Alger, Arzeux, Melilla. Fin de note. Plus tard, on constitua quelques ports artificiels en construisant des jetées ou en creusant des bassins intérieurs.